Donc moi 8.0 devant, c'est devant. C'est la tournée. C'est la tournée. Mais ce que je veux 8.0. dire, bon, l'anniversaire est quand même là cette année. Donc Elle a fait danser la France entière pendant plus d'un demi-siècle. Et pourtant, à l'âge où l'on devrait récolter les fruits d'une vie de gloire, Sheila touche une retraite que beaucoup jugeraient indigne d'une icône nationale. Comment est-ce possible ? Et surtout, que dit cette injustice silencieuse de notre époque, de nos illusions, et peut-être aussi de nos propres vices ? Pendant des décennies, son visage a illuminé les écrans de télévision. Ses chansons ont traversé les salons, les voitures, les souvenirs d'été. Sheila, c'était la jeunesse, l'insouciance, la modernité, une voix immédiatement reconnaissable, une énergie presque insolente, une présence rassurante dans un pays en pleine transformation. On l'imaginait naturellement riche, protégé, à l'abri du besoin, vivant dans une abondance tranquille, comme toutes ces stars que l'on croit intouchables. Mais derrière les projecteurs, loin des applaudissements, une autre réalité s'est installée. Une réalité beaucoup moins brillante, presque dérangeante, car Sheila n'a jamais vécu la vie que l'on associe aux grandes fortunes du show business. Pas de villa sur la Côte d'Azur, pas de yacht amarré à Monaco, pas de collection de supercars, ni de comptes offshore. À la place, une existence étonnamment sobre, maîtrisée, presque austère par moments. Un choix ? Pas vraiment, plutôt une conséquence. Ce qui fascine ici, ce n'est pas seulement l'écart entre la célébrité et l'argent, c'est le silence. Un silence digne, assumé, sans plainte. Sheila ne crie pas à l'injustice, elle ne règle pas ses comptes sur les plateaux télé. Elle observe, elle continue, elle avance. Comme si elle avait compris très tôt une chose essentielle. La gloire n'est pas un contrat, et le succès n'est pas une garantie. Lorsqu'on lui parle d'argent, elle répond sans détour, presque avec indifférence. « Je ne serai jamais très riche », dit-elle un jour, calmement, pas comme une provocation, pas comme une fausse modestie, mais comme un constat lucide, une phrase simple, lourde de sens, qui fissure instantanément le mythe de la star millionnaire. Car Sheila n'est pas propriétaire de son passé, elle ne possède pas ce que le public croit lui avoir offert, ses plus grands succès. C'est là que le malaise commence. Car pendant que ses chansons continuent d'être diffusées, rééditées, compilées, célébrées, les revenus, eux, prennent une autre direction, une direction qui ne mène pas jusqu'à elle. Et cette vérité, longtemps ignorée du grand public, change complètement la manière dont on regarde sa carrière. On ne parle plus seulement d'une chanteuse populaire, on parle d'une femme prise dans un système qui l'a portée, puis doucement vidée. À plus de 80 ans, Sheila continue pourtant de monter sur scène, non par vanité, non par nostalgie, mais parce que la scène est devenue son équilibre, presque sa respiration. Elle travaille, elle répète, elle s'entraîne avec la rigueur d'un athlète, non pas pour accumuler, mais pour rester debout, pour rester libre, pour rester elle-même. Et c'est peut-être là que réside la véritable énigme de cette histoire. Comment une femme qui a tout donné au public peut-elle accepter de recevoir si peu en retour, sans amertume apparente ? Où puise-t-elle cette force tranquille ? Et surtout, quel prix a-t-elle réellement payé pour cette longévité exceptionnelle ? Car pour comprendre la vie de Sheila aujourd'hui, il faut revenir très loin en arrière, bien avant les disques d'or, bien avant les salles combles, à l'époque où tout a commencé, à l'âge où l'on ne mesure pas encore les conséquences d'une signature. Pour comprendre comment une icône nationale a pu traverser toute une vie sans jamais accumuler la richesse que son succès laissait présager, il faut remonter à un moment précis, un instant presque banal en apparence, un bureau, un contrat, une adolescente de 16 ans. À cet âge-là, on ne parle pas d'avenir financier. On ne parle pas de droit, de royalty, de propriété intellectuelle. On parle de rêve, de reconnaissance, d'une chance unique qui se présente et qu'il serait presque indécent de refuser. Sheila n'est alors qu'une jeune fille discrète, issue d'un milieu modeste, propulsée brutalement dans un univers qu'elle ne connaît pas encore. L'industrie musicale des années 60 n'est pas un monde de transparence. C'est un monde d'hommes, de pouvoir, de décisions prises à huis clos. Quand elle signe son premier contrat, elle ne devient pas entrepreneuse, ni même artiste indépendante. Elle devient salariée, un statut qui, à l'époque, semble protecteur. Un salaire fixe, une stabilité, une promesse implicite. Laisse-nous gérer, concentre-toi sur ta voix, sur ton image, sur ton travail. Et elle accepte. Comment aurait-elle pu faire autrement ? À 16 ans, on fait confiance aux adultes. On fait confiance à ceux qui savent, ou du moins à ceux qui prétendent savoir. Les années passent, les succès s'enchaînent,
Les tournées, les plateaux télé, les couvertures de magazines, près de 30 albums, des centaines de titres, des tubes fredonnés dans toute la francophonie. De l'extérieur, tout ressemble à une ascension parfaite. Mais derrière cette réussite éclatante, une réalité administrative invisible se met en place. Sheila n'écrit pas ses chansons, elle les interprète. Et dans ce modèle industriel précis, cela change tout. Pas de droit sur les enregistrements, pas de royalties mécaniques, pas de revenus sur les rééditions, sur les compilations, sur l'exploitation internationale. Chaque disque vendu enrichit un système, mais pas celle qui lui donne sa voix, son visage, son énergie. À l'époque, personne ne s'en offusque vraiment, c'est normal. C'est ainsi que fonctionne la machine, et surtout, personne n'explique clairement ce que cela signifie à long terme. Le plus troublant, c'est que Sheila ne réalise même pas ce qu'elle abandonne. Pendant près de 20 ans, elle ne connaît pas le mot qui fera basculer sa perception de toute une carrière, royalty. 20 ans à générer des millions sans jamais posséder la moindre part de ce qu'elle crée. 20 ans à croire que le succès suffit, qu'il protège, qu'il compense. Mais le succès ne protège de rien, il aveugle parfois, il rassure, il occupe l'esprit. Et pendant que l'artiste court d'une scène à l'autre, d'un studio à l'autre, les décisions structurantes se prennent ailleurs, dans des bureaux silencieux, dans des clauses écrites en petits caractères, dans une logique qui privilégie la rentabilité sur le long terme, pour ceux qui détiennent les droits. Lorsque la prise de conscience arrive enfin, elle est brutale, presque violente. Sheila découvre que son immense catalogue ne lui appartient pas, que ses chansons vivent leur vie sans elle, qu'elle n'est juridiquement qu'une exécutante de son propre passé. Pour beaucoup, ce serait un choc insurmontable, une trahison, une raison de tout arrêter. Mais Sheila ne s'effondre pas. Pas publiquement en tout cas. Elle continue, elle avance, elle transforme ce déséquilibre en moteur. Peut-être par fierté, peut-être par instinct de survie, peut-être parce qu'elle a compris que revenir en arrière est impossible. Alors elle regarde devant, toujours devant. Et pourtant, cette signature à 16 ans plane comme une ombre sur tout ce qui suivra. Car un jour, inévitablement, la question de la justice se posera. Un jour, elle décidera de ne plus se taire. Un jour, elle demandera des comptes. Il arrive un moment, dans une vie, où l'on ne peut plus faire semblant, où le silence devient trop lourd, où l'on comprend que continuer à avancer sans regarder derrière soi revient à accepter l'inacceptable. Pour Sheila, ce moment survient tard, très tard, presque 20 ans après le début de sa carrière. Nous sommes au début des années 80. Le mot royalties commence enfin à circuler dans les conversations d'artistes. Certains découvrent qu'ils gagnent de l'argent pendant leur sommeil grâce aux diffusions, aux rééditions, aux droits d'auteur. Sheila écoute, elle compare, elle pose des questions, et peu à peu une évidence glaçante s'impose. Elle n'a rien, ou presque rien, pas parce qu'elle a échoué, mais parce que tout a été organisé pour qu'elle ne possède rien. Ce n'est pas une colère explosive, c'est une colère froide, une lucidité tardive. Elle comprend que pendant que ses chansons continuaient de générer des revenus considérables, elle, de son côté, dépendait exclusivement de son travail physique. Chanter, voyager, se produire encore et encore. Pas de rente, pas de filet de sécurité, juste la scène. Toujours la scène. Alors, pour la première fois, elle décide de dire non, de contester, de demander des comptes. Une démarche rare à l'époque, surtout pour une femme, surtout face à une figure toute puissante de l'industrie. L'affaire devient juridique, les contrats sont relus, les pratiques exposées, les chiffres apparaissent, et ils sont vertigineux. Les experts estiment que Sheila aurait dû percevoir plusieurs millions d'euros en droits impayés. 3, peut-être 4 millions. Une somme qui aurait changé sa trajectoire financière. Une somme qui aurait pu lui offrir ce que tant d'autres artistes de sa génération possèdent aujourd'hui, une tranquillité définitive. Le procès est long, éprouvant, humiliant parfois. Mais contre toute attente, elle gagne. La justice reconnaît les abus, elle reconnaît l'injustice structurelle. Sheila a raison. Sur le papier, c'est une victoire totale, une réparation tardive, mais nécessaire. Et puis vient le coup final, froid, administratif, implacable. Le producteur est déclaré en faillite. Plus de société, plus de trésorerie, plus de versement possible. La victoire devient symbolique, vide, presque cruelle. Elle a gagné, mais il n'y a plus rien à récupérer. Pas 1 euro,
pas une compensation. Rien. C'est à cet instant précis que beaucoup se seraient brisés. Car il y a quelque chose de profondément violent à obtenir justice sans obtenir réparation, à entendre que l'on avait raison, mais que cela ne change strictement rien à votre réalité. À comprendre que le système peut reconnaître ses fautes sans jamais en assumer les conséquences. Sheila ne transforme pourtant pas cette défaite déguisée en ressentiment public. Elle n'écrit pas de pamphlets, elle ne règle pas ses comptes en boucle sur les plateaux. Elle encaisse, en silence, comme si, une fois encore, elle refusait de se laisser définir par l'amertume. Mais cette affaire laisse une trace indélébile, car à partir de ce moment-là, elle sait que son passé ne lui rapportera jamais ce qu'il a rapporté aux autres. Elle sait que sa liberté financière dépendra désormais d'une seule chose, sa capacité à rester debout, physiquement et mentalement, à continuer de travailler, à rester désirable pour le public, à durer. Pendant que d'autres artistes de sa génération commencent à vivre de leur catalogue, Sheila, elle, prépare déjà l'étape suivante, non pas par ambition, mais par nécessité. Elle comprend que sa carrière n'est pas un capital, c'est un combat d'endurance. Et dans cette prise de conscience se cache une forme de tragédie moderne, celle d'une femme qui a tout donné à un système qui ne lui a jamais rendu l'équivalent. Une femme qui, malgré cela, refuse de se considérer comme une victime, et qui avance encore. À partir de ce moment-là, la vie de Sheila prend une direction que peu de gens soupçonnent, car lorsqu'on comprend que l'argent ne viendra plus du passé, on apprend à regarder autrement ce que l'on possède déjà. Et ce que Sheila possède n'a rien à voir avec les clichés habituels de la richesse. Elle vit loin du tumulte parisien, dans les Yvelines, à une trentaine de kilomètres de la capitale. Pas dans un appartement haussmannien aux dorures visibles, pas dans une villa clinquante ouverte aux magazines, mais dans une grande propriété discrète, presque cachée, entourée de verdure et de silence. Une maison construite au début des années 80, pensée à l'origine pour une vie de famille, pas pour impressionner. Plus de 1000 mètres carrés habitables, un vaste terrain clos, des pièces nombreuses, parfois trop grandes pour une femme seule aujourd'hui, une salle dédiée à la musique, transformée au fil des ans en refuge créatif, une autre consacrée aux costumes, aux archives, aux fragments d'une carrière que le temps n'a pas effacée. Cette maison n'est pas un trophée, c'est un témoin, le témoin silencieux d'une vie passée à courir, à chanter, à se donner. Sa valeur sur le marché immobilier actuel est estimée à plusieurs millions d'euros. Sur le papier, c'est une fortune. Dans la réalité, c'est un actif immobile, non liquide, coûteux à entretenir. Taxes, travaux, personnel, charges. Chaque année, la maison absorbe une somme considérable. Et pourtant, Sheila n'a jamais envisagé de la vendre. Ni de la morceler, ni de la transformer en produit rentable. Elle la garde entière, intacte, comme on garde un territoire intérieur. Car pour elle, le luxe n'est pas dans l'accumulation, il est dans la continuité, dans la possibilité de rester chez soi, de ne pas se déraciner, de ne pas transformer chaque chose en opportunité financière. À une époque où tant d'artistes multiplient les investissements, les marques, les partenariats, Sheila choisit la sobriété, par conviction ou peut-être par fatigue. Ces voitures bêtes racontant la même histoire. Pas de Ferrari, pas de Lamborghini, pas de garage digne d'un collectionneur milliardaire. À la place, quelques modèles chargés de mémoire, une Renault 4 offerte à ses débuts, une Ford Mustang, symbole d'une époque où elle change d'image, où elle devient autre chose qu'une idole yéyé. Des voitures qui ne servent pas à afficher un statut, mais à rappeler un parcours. Chaque objet semble lié à un souvenir, à une étape, à une transformation. Rien n'est là pour impressionner le voisin. Tout est là pour dialoguer avec le passé. Et c'est peut-être ce qui surprend le plus ceux qui découvrent sa vie réelle, cette absence totale de démonstration, comme si Sheila avait décidé, très tôt, que l'argent devait rester silencieux, invisible, presque secondaire. Mais cette discrétion a un revers, car vivre sans ostentation, c'est aussi accepter une certaine solitude matérielle. Une grande maison peut devenir un écho vide quand la nuit tombe. Les pièces se remplissent par de silence. Les souvenirs prennent plus de place que les voix. Et dans ces moments-là, la question n'est plus celle de la richesse, mais celle du sens. Pourquoi continuer ? Pourquoi s'obstiner à monter sur scène, à répéter, à se préparer avec autant de rigueur, alors que le confort minimal est déjà assuré ?
La réponse ne se trouve ni dans les murs de cette maison, ni dans la valeur de ses biens. Elle se trouve ailleurs, dans quelque chose de bien plus profond. Il existe des fortunes que l'on peut perdre en une signature, des patrimoines qui s'évaporent dans une faillite, des carrières comme qui s'effondrent quand la mode passe. Mais il existe aussi une richesse que ni les contrats, ni les producteurs, ni le temps ne peuvent confisquer. Pour Sheila, cette richesse porte un nom simple, presque banal, la discipline. À plus de 80 ans, alors que beaucoup de ses contemporains se sont retirés depuis longtemps, Sheila continue de vivre comme une professionnelle en activité. Pas comme une légende que l'on protège, pas comme une icône que l'on ménage, comme une femme qui travaille, chaque jour, sans exception. Ses journées commencent tôt, très tôt, entre 6 et 7 heures du matin, depuis des décennies. Non par obligation, mais par choix. Voir le jour se lever, dit-elle, lui permet de rester alignée, physiquement et mentalement. La première heure n'est pas consacrée aux écrans, ni aux appels, ni aux distractions. Elle est dédiée au corps. Étirement, respiration, mobilité. Des gestes précis, maîtrisés, répétés avec une rigueur presque militaire. Elle appelle cela son antidépresseur naturel. Une formule qui pourrait faire sourire si elle n'était pas aussi révélatrice, car derrière cette routine se cache une philosophie entière. Rester actrice de son propre équilibre, ne pas subir, ne pas attendre que l'âge décide à sa place. 2 à 3 fois par semaine, elle s'entraîne encore dans une salle de sport accompagnée d'un coach, des séances longues, exigeantes, pensées non pas pour entretenir la forme, mais pour soutenir une réalité très concrète. Monter sur scène pendant plus de 2 heures, chanter en direct, bouger, danser, enchaîner les tableaux sans filet, sans prompteur, sans playback. Ce que le public voit comme une performance est en réalité l'aboutissement d'un travail invisible, une préparation comparable à celle d'un athlète. Endurance cardiovasculaire, renforcement musculaire, gestion de la récupération. Sheila ne se perçoit pas comme une diva, elle se voit comme une marathonienne. Chaque concert est une course de fond, et chaque course se prépare. Son alimentation reflète la même cohérence. Pas d'alcool, jamais, pas de tabac, pas d'excès. Elle mange pour tenir, pas pour compenser. Avant chaque spectacle, une assiette de pâtes complète, comme un rituel immuable. Une énergie lente, stable, fiable, rien de spectaculaire. Tout est efficace. Contrairement à ce que beaucoup imaginent, cette longévité n'est pas un cadeau génétique. Sheila le répète souvent. Elle a travaillé pour ça. Enfant, elle a pratiqué la danse classique avec intensité, la rigueur, la douleur, la répétition, l'apprentissage de la limite, et de la manière de la repousser sans se détruire. Ce conditionnement ne l'a jamais quitté, il est devenu une seconde nature. Là où d'autres ont cherché des raccourcis, chirurgie, artifice, tricherie technique, Sheila a choisi la constance, année après année, corps après corps, effort après effort. Non pour paraître plus jeune, mais pour rester capable. Capable de faire ce qu'elle aime, capable de continuer. Et c'est ici que la notion de luxe se renverse complètement. Car à quoi sert l'argent si le corps ne suit plus? À quoi sert la fortune si l'on ne peut plus monter un escalier sans aide? À quoi sert la reconnaissance si l'on dépend des autres pour vivre? À cet âge, être autonome est une richesse rare. Être libre de ses mouvements, de son agenda, de ses choix est un privilège que beaucoup sous-estiment jusqu'à ce qu'il disparaisse. Sheila, elle, en a fait son capital principal, celui qu'elle protège avec le plus de sérieux, celui qu'elle entretient comme d'autres entretiennent un portefeuille d'actions. Et peut-être que, sans le dire explicitement, elle a compris quelque chose d'essentiel. Quand tout peut être perdu, il faut investir dans ce qui reste. Arrivée à ce point de son parcours, Sheila ne cherche plus à convaincre. Elle n'a plus rien à prouver, ni à l'industrie, ni au public, ni même à elle-même. Ce qu'elle fait aujourd'hui n'est pas une revanche, c'est une cohérence. Quand on observe sa vie en 2025, une chose saute aux yeux. Rien n'y est spectaculaire, et pourtant, tout y est solide. Pas d'empire financier tentaculaire, pas de marques à son nom, pas de stratégie agressive pour capitaliser sur la nostalgie. À la place, une trajectoire droite, parfois injuste, souvent exigeante, mais assumée jusqu'au bout. Sheila ne nie pas ce qu'elle a perdu,
Elle ne romantise pas les abus. Elle sait que sa carrière aurait pu lui offrir une sécurité financière bien plus confortable. Elle sait aussi que certaines blessures ne se referment jamais complètement. Mais elle a choisi autre chose que l'amertume. Elle a choisi la continuité, la fidélité à elle-même, la fidélité au public qui l'a accompagnée pendant des décennies. Car au fond, ce public n'a jamais été pour elle une simple audience. Elle le dit souvent. Le public, c'est ma famille. Une phrase qui pourrait sembler convenue si elle n'était pas incarnée chaque soir sur scène. Dans l'effort, dans la présence, dans cette manière de donner encore alors que tant d'autres se retirent derrière leurs acquis. Il y a quelque chose de profondément dérangeant dans cette histoire, parce qu'elle nous oblige à regarder nos propres critères de réussite, à remettre en question ce que nous appelons le luxe. Est-ce l'accumulation ? La démonstration, l'abondance visible, ou est-ce la capacité à continuer à faire ce que l'on aime sans dépendre de personne, sans renier ses valeurs? À plus de 80 ans, Sheila n'est pas riche, selon les standards habituels, mais elle possède quelque chose que beaucoup de millionnaires ont perdu depuis longtemps, le contrôle de son temps, de son corps, de ses choix. Elle peut encore monter sur scène, elle peut encore dire oui ou non, elle peut encore se regarder dans le miroir sans détourner les yeux. Dans une société obsédée par les chiffres, son histoire agit comme un contrepoison. Elle rappelle que certaines richesses ne se mesurent pas, qu'une vie peut être économiquement frustrante et humainement immense, qu'on peut être exploité, sans être brisé, et que parfois tenir debout jusqu'au bout est déjà une victoire. Alors, la question mérite d'être posée, pas seulement pour Sheila, mais pour chacun d'entre nous. Préféreriez-vous une vie d'opulence visible ou une vie de discipline tranquille, de liberté intérieure et de sens? Qu'est-ce que le luxe pour vous aujourd'hui? Si cette histoire vous a touché, laissez-le nous savoir en commentaire. Likez la vidéo si vous pensez que certaines vies méritent d'être racontées autrement. Partagez-la à quelqu'un qui croit encore que la réussite se résume à l'argent. Et abonnez-vous pour continuer à explorer ensemble ces destins qui vont bien au-delà des apparences. Parce qu'au fond, les vraies histoires ne brillent pas toujours, mais elles éclairent longtemps.